Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode de On dénoue ensemble. Rien que le titre te donne déjà une petite indication. Ici, on va dénouer des choses ensemble. Je ne vais donc pas m'installer devant toi en prenant cette voix très grave qui signifie j'ai tout compris à la vie et je vais maintenant te transmettre les 7 lois universelles du bonheur. Déjà parce que ce serait faux, on est bien d'accord. Et puis parce que chaque fois que je pense avoir parfaitement compris quelque chose, la vie a cette délicatesse de me proposer immédiatement un exercice pratique. Elle est très pédagogique, la vie. Un peu insistante, d'ailleurs, parfois. Dans ce podcast, je vais partir de ce que je vis réellement. Mes prises de conscience, mes anciens réflexes, les endroits où ça coince encore, les expériences que je tente et les outils que j'utilise. Je suis sophrologue et praticienne énergétique. J'ai cheminé pendant des années autour des blessures émotionnelles, du corps, des croyances et de tous ces mécanismes invisibles qui continuent parfois à diriger notre vie, alors que franchement, personne ne leur a demandé leur avis. J'ai donc des outils. J'ai aussi beaucoup avancé. Mais je reste une femme avec une histoire, des réactions, des contradictions et certains vieux programmes qui se lancent encore parfois sans que j'ai demandé quoi que ce soit. Vous savez, enfin tu sais, parce que je vais te tutoyer, tu sais comme ces mises à jour informatiques que l'on n'a absolument pas demandé et qui démarrent précisément au moment où on avait quelque chose d'autre à faire. Ici, je ne veux donc pas parler depuis une estrade. J'ai plutôt besoin et envie de te parler comme si nous étions amis, assis autour d'un café. Tu me raconterais ce que tu vis, je te raconterais ce que je traverse, et nous essaierions de comprendre pourquoi, alors que nous savons parfois très bien ce que nous devons faire, une partie de nous continue à faire exactement le contraire. C'est cela, on dénoue ensemble. Je pars de moi pour parler de nous. Parce que... et de toi surtout. Parce que l'objectif, c'est toi. Parce que tu vois, nos histoires sont peut-être différentes, mais les mouvements intérieurs qui les traversent se ressemblent souvent. Et c'est pour ça que cette première série, j'ai choisi un thème qui me concerne moi personnellement et profondément. Devenir visible quand on a appris à s'effacer. La question de ce premier épisode est: pourquoi est-il si difficile de prendre sa place? Mais c'est vrai ça, pourquoi c'est si difficile de prendre sa place? Et pourquoi il y en a qui arrivent très facilement? Et pour répondre à cette question, je crois que je dois commencer par te raconter d'où je viens. Je suis née après une petite fille qui malheureusement est décédée quelques heures après sa naissance. Bien sûr, lorsque je suis arrivée, personne m'a dit « Muriel, surtout, fais-toi discrète. Une autre enfant était là avant toi. » Bien sûr que non. Les choses ne se transmettent pas toujours par des phrases. Elles peuvent circuler dans un silence, dans un chagrin, dans une atmosphère familiale, dans ce que l'enfant ressent, sans encore pouvoir le comprendre. Alors très tôt, j'ai eu cette impression étrange d'occuper une place qui a fait déjà appartenu à quelqu'un. Comme si j'étais là, mais qu'une absence était là aussi. J'avais également 2 frères avec des personnalités très imposantes, très imposantes. Eux occupaient l'espace assez naturellement d'ailleurs. Ils n'avaient pas besoin de suivre une formation intitulée « Oser prendre sa place en 5 étapes ». C'était acquis, c'était inné. Moi, j'observais beaucoup. Je sentais mes parents débordés et je crois qu'une partie de moi en a conclu. Il y a suffisamment de choses à gérer ici, je vais éviter d'en rajouter une couche. Alors je me suis fait toute petite. Pas nécessairement physiquement, bien sûr. Je n'ai pas vécu toute mon enfance cachée derrière un meuble. Bien évidemment que non. Mais par contre, intérieurement, j'ai appris à ne pas demander trop, à m'adapter, à observer avant de parler, à sentir l'ambiance avant d'exprimer ce que je voulais, à ne pas ajouter de difficultés. Et peut-être que tu partages absolument pas mon histoire.
Peut-être que tu n'es pas né après un enfant disparu. Peut-être que tu n'as pas eu deux frères qui occupaient tout l'espace disponible, plus une petite partie de celui des voisins d'ailleurs. Mais peut-être que tu as appris toi aussi qu'il était préférable de ne pas faire trop de bruit, pour des raisons qui sont différentes. Peut-être que tu avais un parent fragile, malade, triste ou très occupé. Peut-être fallait-il être l'enfant sage, celui qui allait bien, celui qui ne posait pas de problème. Peut-être que tu as grandi auprès d'une personnalité très forte aussi, qui décidait tout pour tout le monde. Peut-être qu'à l'école, lorsque tu as essayé de te montrer, on s'est moqué de toi. Ou peut-être que tu as simplement compris que pour être aimé, accepté ou tranquille, il fallait mieux s'adapter, tout simplement. Un comportement ne naît pas de nulle part. Il a forcément une origine. Et si aujourd'hui tu as du mal à prendre ta place, cela ne signifie pas nécessairement que tu as manqué de courage. Non, bien sûr que non. Ou de caractère ou de confiance. Absolument pas. Il est possible qu'à un moment de ton histoire, tu as compris que t'effacer protégeait quelque chose. Ça protégeait un lien, ça protégeait l'amour, ça protégeait la paix, ton appartenance peut-être à ta famille ou simplement ta sécurité émotionnelle. Et c'est là que tout devient assez subtil. Parce que ce qui nous a protégés autrefois peut finir par nous retenir aujourd'hui. La petite fille apprend, si je reste discrète, tout ira bien. Puis elle grandit, elle devient une femme. Elle veut créer, aimer, prendre la parole, devenir quelqu'un, développer des projets, être reconnue pour ce qu'elle fait. Mais l'ancien système, lui, n'a pas reçu le changement d'adresse. Et non, il continue à appliquer la même règle. Oui, tu peux avancer, mais pas trop fort s'il te plaît. Pas trop. Et surtout, essaie de ne pas déranger personne. C'est ainsi que nous pouvons vouloir être visibles tout en organisant très soigneusement notre invisibilité. C'est assez ingénieux d'ailleurs. Et je peux te le dire, j'ai développé une véritable expertise dans ce domaine. Alors je ne sais pas toi, mais moi personnellement, je suis devenue experte. Par exemple, dans ma vie quotidienne, je peux être spontanée, drôle, vivante, parler avec les mains, raconter ce que je ressens et partir dans de grandes réflexions. Puis j'allume une caméra et parfois quelque chose se passe. Je deviens soudainement très raisonnable. Je surveille mes mots, je vais faire une belle phrase, je cherche la formulation correcte, je ne parle plus exactement comme dans la vie. Tu vois, je deviens vraiment un robot. La femme vivante qui était présente 30 secondes plus tôt quitte discrètement la pièce. Elle laisse sa place à une version très appliquée de Muriel. Une version qui articule bien, qui ne dérange pas, qui dit des choses très intéressantes mais qui n'est pas encore complètement elle-même. Et peut-être tu connais cela toi aussi. Pas forcément devant une caméra, comme je le fais quand je me filme pour YouTube. Peut-être que toi, tu es très à l'aise avec tes proches, mais que tu perds tes moyens devant certaines personnes. Peut-être que tu as une opinion très claire, jusqu'au moment où quelqu'un te demande de la donner. Et là, plus rien ne sort. Peut-être que tu sais exactement ce que tu veux, jusqu'au moment où demander, cela devient enfin, si seulement ça ne te dérange pas. Mais sinon, c'est pas vraiment grave, je peux m'adapter. Alors que si, en fait, si c'est grave. Et que non, tu n'as absolument pas envie de t'adapter. Mais pour que cela, pour moi, tu vois, j'ai eu un bug. Et je vais le laisser juste pour te montrer que je ne suis pas parfaite. Comme tout le monde, comme tout être humain. Juste, des fois, on s'arrange avec la réalité. Et là, je ne vais pas m'en arranger. Je vais laisser le bug. Donc, je voulais te dire, c'est pour cela que pour moi,
être visible ne signifie pas seulement être regardé. On peut être très regardé et ne pas être réellement vu en fait. On peut publier des vidéos et continuer à se cacher, comme je le fais. On peut parler beaucoup sans dire ce que l'on pense vraiment. Il y en a qui font beaucoup de bruit, mais en fait, ils ne disent pas ce qui est important pour eux, vraiment important. Alors le brouhaha ne sert à rien. On peut sourire, assurer, prendre soin de tout le monde et laisser la partie la plus authentique de soi dans les coulisses. Être visible pour moi, c'est être soi, tout simplement, être vrai. C'est réduire progressivement la distance entre la personne que je suis dans la vraie vie et celle que je montre au monde. Ne plus transformer automatiquement ce que je pense pour que cela soit le plus acceptable possible. C'est dire ce que je veux, même quand j'en bégaye. C'est être authentique, être vrai. Ok, je sais, je me répète, mais c'est important, être vrai. Dire ce que je veux plus, assumer ce que je fais. Et oui, dans mon activité, cela signifie également parler de mes accompagnements et indiquer leur prix. Mais ce n'est qu'une manifestation du problème. Parce que annoncer un prix, c'est pas simplement annoncer un nombre, un chiffre. C'est dire ce que je fais a de la valeur. Ce que je fais a une valeur. Et j'ai le droit de proposer mon travail. Je peux occuper une place professionnelle et être rémunérée pour cela. Pour quelqu'un qui a appris à donner, aider, s'adapter, à ne pas trop demander, ce petit nombre, tu vois, accompagné du symbole euro, peut soudainement prendre des dimensions d'un examen national. Mais vraiment. Mais le véritable enjeu est plus profond. Est-ce que je m'autorise à être pleinement présente dans ce que je propose? Est-ce que je laisse les personnes rencontrer qui je suis réellement? Ou est-ce que je leur présente une version très polie, très douce, très professionnelle, très correcte en fait, et soigneusement désamorcée? Comprendre l'origine de notre effacement ne suffit pas tout à changer. C'est important de comprendre l'origine, hein. C'est vraiment important, mais ça ne suffit pas. Je peux connaître mon histoire, je peux comprendre le deuil qui existait avant ma naissance. Je peux comprendre la place occupée par mes frères. Je peux repérer le rôle de la petite fille sage. Et malgré tout, lorsque j'allume la caméra, l'ancienne Muriel peut encore revenir en disant « Attention, fais bien, ne te trompe pas, ne prends pas trop de place, s'il te plaît. » Comprendre n'appuie pas sur un bouton magique. Mais comprendre change déjà quelque chose d'essentiel. Cela nous permet d'arrêter de nous juger. Parce que si je me dis « je suis nulle, je manque de confiance », je ne sais pas communiquer en fait, je sais pas dire vraiment ce que je ressens et ce que j'aimerais communiquer. Je ne sais pas le faire. Je suis nulle, je ne suis pas présente devant la caméra et je devrais vraiment être différente pour que le message y passe. Alors là, je rajoute une blessure à la blessure. On est bien d'accord. Non seulement je me suis effacée pour me protéger, mais maintenant je me reproche d'être effacée. Donc on ne va pas avancer comme ça. C'est la double peine. Et avec en supplément une petite couche de culpabilité offerte gratuitement. Alors que je peux me dire, mais bien sûr que c'est difficile pour moi. J'ai appris très tôt à faire exactement le contraire, à ne pas me montrer. Alors là, cette phrase ne m'enferme pas, elle m'ouvre une porte. Elle ne dit pas « je suis comme cela et je ne changerai jamais ». Elle dit « ce comportement a une histoire, je peux maintenant lui apprendre autre chose ».
Je m'accepte dans ma vérité, là, telle que je suis, et je laisse une porte ouverte pour toute autre chose. Prendre sa place est donc difficile parce que nous luttons pas seulement contre une habitude. Nous rencontrons souvent une ancienne fidélité. La fidélité à l'enfant que nous avons été, à la place qu'elle a trouvée dans sa famille, à la stratégie qu'elle a utilisée pour être aimée, acceptée ou protégée. La femme adulte veut avancer, mais l'enfant intérieur demande encore. Est-ce que nous sommes certaines que nous avons le droit ? Et je crois que la réponse ne consiste pas à lui dire « Tais-toi maintenant, c'est bon, j'ai un podcast à réussir, moi, je dois montrer, c'est bon. » La réponse consiste plutôt à lui répondre « Oui, je comprends pourquoi tu as peur, vraiment. Mais aujourd'hui, je peux prendre ma place sans prendre celle de quelqu'un d'autre. » Parce que c'est peut-être aussi une confusion très profonde. Croire que prendre sa place signifie retirer quelque chose aux autres. Être plus visible ne rend pas les autres moins visibles. Exprimer un besoin n'efface pas les besoins des autres. Réussir ne prive pas quelqu'un d'autre de sa réussite. Être pleinement soi ne rajoute pas nécessairement un problème au monde. Cela peut au contraire apporter quelque chose qui n'existerait pas si nous continuions à nous cacher. Alors tu vois, cette semaine, je vais faire une expérience. Et si ce que je te raconte résonne en toi, je te propose de la faire avec moi, si ça te parle, et si tu veux bien essayer. Je ne vais pas essayer de devenir soudainement la femme la plus affirmée de France. Non, parce que de toute façon, je sais que j'y arriverai pas. La concurrence est probablement très sérieuse et je ne suis pas assez préparée pour ça. C'est mort. Je vais simplement observer les moments où je quitte ma place. Lorsque j'allume la caméra et que je commence à fabriquer les phrases au lieu de parler. Lorsque je minimise quelque chose qui compte vraiment pour moi. Lorsque je n'ose pas dire clairement ce que je propose. Lorsque j'ai envie de dire non et que je sens déjà un oui beaucoup plus joli, poli arriver sur mes lèvres. Et à chaque fois, je m'arrêtais quelques secondes pour me poser ces 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire ? Lorsque je n'ai pas peur de déranger. Qu'est-ce que j'essaie de protéger en m'effaçant ? Et enfin, comment puis-je rester moi-même ici, sans violence envers moi, ni envers l'autre ? Et je t'invite à choisir une seule situation cette semaine, pas 10. Nous n'allons pas transformer toute notre personnalité avant dimanche soir, on est d'accord. Mais choisis un endroit où tu t'effaces régulièrement, au travail, dans ton couple, dans ta famille, sur les réseaux. Ou même au restaurant lorsque ton plat n'est pas celui que tu avais commandé et que tu vas le manger quand même en te disant « c'est pas grave, j'aime bien aussi les courgettes, c'est bon, c'est ok ». Alors que tu avais commandé des frites. Et puis les frites, c'est excellent, n'est-ce pas ? Peut-être pas pour la santé, mais au goût quand même, c'est excellent. Repère simplement le moment. Et sens ce qui se passe dans ton corps. Tu vois la gorge qui se serre, le ventre qui se contracte, la respiration qui devient plus courte. Parce que ton corps y parle, parce que ton corps il t'envoie des signaux. Peut-être l'envie de sourire pour faire passer quelque chose qui, au fond, te fait pas du tout sourire, mais pas du tout. Puis essaye une réponse légèrement plus fidèle à toi-même. Pas une révolution, mais 1 centimètre de présence supplémentaire. Une phrase plus claire,
un besoin exprimé, un vrai non. Ou simplement, laissez-moi réfléchir avant de vous répondre. Parce que tu as le droit de dire simplement, laisse-moi réfléchir, je vais te répondre. Prendre sa place ne commence pas forcément par une grande déclaration publique. Ça commence peut-être par le moment où nous cessons une fois de nous abandonner, dans une situation peut-être simplement ordinaire. Et chaque fois que nous restons présentes, même légèrement, nous apprenons quelque chose à nouveau à notre corps. Je peux être moi et rester en lien. Je peux parler et rester en sécurité. Je peux être visible sans voler la place de personne. Voilà pourquoi il est parfois si difficile de prendre sa place. Pas parce que nous sommes incapables de le faire, mais parce que nous avons peut-être été très doués pour apprendre à nous effacer. Et ce que nous avons appris peut se dénouer progressivement, avec de la compréhension, de la douceur, quelques outils, de l'amour pour soi, et si possible un peu d'humour. Parce que, quitte à découvrir nos mécanismes, autant éviter de les recevoir avec un tribunal intérieur et une musique dramatique, on est d'accord. Dans le prochain épisode, nous irons encore un peu plus loin. Il s'intitulera « On peut être très présente et continuer à se cacher ». Je vous parlerai de cette différence entre apparaître et être réellement soi. Et crois-moi, j'ai quelques exemples assez personnels assez intéressants. Si tu as envie de poursuivre ce chemin avec moi, tu peux t'abonner pour retrouver le prochain épisode. Et cette semaine, garde simplement cette question avec toi. À quel moment est-ce que je quitte ma place pour protéger le lien, pour éviter de déranger ou pour rester aimé? Ne te juge pas lorsque tu le découvriras. Félicite-toi de l'avoir vu, vraiment. Parce que ce que l'on parvient à voir, on peut commencer à le dénouer. Je suis Muriel, et ici, je pars avec ce que je vis pour éclairer ce que nous traversons tous. On dénoue ensemble ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. À très bientôt.